Alors, qu'est-ce que je vais sortir de mon chapeau? Nous sommes, comme vous le voyez, dans une situation où nous assistons à la mutation rapide et profonde des figures représentatives de l'autorité, de sa rhétorique et de ses moyens, de telle sorte que nous nous trouvons dans la situation inconfortable d'être fort incertain sur le type de société susceptible d'advenir. Et cela vraisemblablement à court terme. Cette situation est évidemment propice à ce que nous nous interrogions devant cette incertitude sur le fait qu'à ce jour, il n'existe toujours pas une science dont l'objet serait l'autorité. Elle est pourtant légitimée par le fait que les expressions de l'autorité sont toujours identiques, peu nombreuses, rigoureuses, je veux dire, toujours strictement déterminées, et en tout cas assez rigoureuses pour systématiquement récuser tout ce qui relèverait de l'utopie. Une autorité respectée par une communauté, ça ne s'invente pas, ça est. Et ça s'impose immédiatement comme tel. L'absence de cette discipline qui serait consacrée justement à la manière, à ce qui fait qu'il y a de l'autorité, l'absence de cette discipline, évidemment, nous laisse désarmés devant ce qui, dès lors, semble s'inscrire dans les événements comme une fatalité. Il ne peut rien, c'est comme ça. Et non seulement c'est comme ça, mais on ne sait même pas comment c'est advenu, c'est comme ça. Voilà. Outre le fait que, comme nous le savons, nous sommes des malades à l'endroit de l'autorité, puisque, à historiquement la considérer, ce n'est jamais la bonne. Et que ce soit sur le plan subjectif, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan psychanalytique, ça n'est jamais la bonne. Autrement dit, depuis qu'existe une réflexion fort remarquable et fort savante sur ce que serait la forme
la plus convenable pour notre espèce, celle qui serait susceptible d'assurer ce qu'on traduit en français par bonheur, et qui est un mot grec qui veut dire eudaimonia. Je vais tout de suite revenir sur ce mot de eudaimonia. Eh bien, dès le départ, de façon absolument remarquable, il y a 2500 ans, est née une réflexion sur ce que serait la meilleure forme de l'autorité politique. Et cette réflexion n'a jamais été dissociée de la loi morale, celle-ci, la loi morale, venant commander ce qu'il en est de l'autorité politique. Il s'agit, dans chaque cas, poser la question de quelle façon nous pourrions vivre en société en connaissant la eudaimonia. C'est un terme à la fois platonicien et aristotélicien. Ensuite, c'est traduit par le bonheur. Le bonheur qui est un concept sympathique, puisqu'il pourrait signifier que finalement, la forme sage de gouvernement serait celle qui nous permettrait de nous heurter à un réel, à un interdit, à un impossible, de la bonne façon. Ce serait le bonheur. Et voilà. C'est ce qu'il y aurait de mieux dans notre façon d'accepter les limites, les contraintes propres à notre vie psychique aussi bien qu'à notre vie sociale. Mais eudaimonia, je dirais, c'est pas le bonheur. Eudaimonia, c'est parce que dans eudaimonia, vous entendez le démon qui est là, mais c'est un bon démon. C'est le démon qui convient. Autrement dit, je dirais que le bonheur, c'est être possédé de la bonne façon. C'est pas mal, hein? Et c'est vrai qu'on rencontre autour de nous des gens qui nous donnent l'impression qu'ils sont possédés comme ça, de la manière qu'il faut, de la manière qui convient, et qui du même coup, évidemment, leur donne une paix et une harmonie et des relations faciles. Il y a, et vous allez, je l'espère, me le permettre, en ce qui nous concerne, une autre école pour étudier attentivement et loyalement les problèmes de l'autorité. Et je suis surpris qu'à ce jour, la question du fonctionnement de nos sociétés n'ait pas été prise autrement que dans le registre que nous connaissons, habituel, sur lequel je ne m'étends pas. C'est-à-dire la petite agitation sociale telle qu'elle est inscrite maintenant depuis déjà plus de 100 ans, mais que ce ne soit pas pour nous l'occasion de réfléchir sur le fait que nous avons là, de façon exceptionnelle, un regroupement qui pose la question de l'autorité d'une manière tellement originale, parce que
disons-le simplement et tout de suite. S'il est vrai que celle-ci fait forcément référence à un nom moins un, il est bien évident que dans un groupe dont on attend que la résolution du transfert est, je dirais, apaisée, voire transformer le mode de relation à l'O-1, on pourrait s'attendre à ce que s'y produisent des manifestations parfaitement originales, neuves, de la vie de groupe, et avec à la clé l'idée que ce serait l'exemple d'une vie sociale qu'on pourrait dire apaisée. Comme nous le savons, ça n'est pas le cas. Et je dirais, cette double situation, en tout cas pour moi, entre d'une part ces mutations politiques rapides et brutales à laquelle nous assistons, et également cette sorte de, je dirais, de négligence ou d'indifférence portée par les analystes à l'examen, comment je dirais, clinique de la manière dont leur vie de groupe s'organise. Après tout, pourquoi on n'en serait pas les cliniciens? On n'est pas obligé d'en être à chaque fois les passionnés. On peut aussi voir ça avec justement les concepts dont nous disposons. Eh bien, c'est cette conjonction qui fait que je me suis enfin décidé à franchir le pas et à fonder la discipline qui nous manque et qui est donc, que j'ai appelée, l'archéologie. Arché, c'est un terme qui ne peut pas nous être étranger. C'est à la fois le principe, ce qui est premier, ce qui sert de support, ce sur quoi l'on s'assoit, et donc, comme c'est amusant, vous trouvez, cherchez dans les dictionnaires, que si c'est en même temps ce sur quoi on s'assoit, eh bien l'arché, l'apostrophe bien sûr, c'est aussi le cul. Donc, l'archéologie, afin de pouvoir, je dirais, tracer les propriétés et les dimensions de ce qui pour nous fait l'autorité et qui fait que nous sommes, révoltés ou pas, forcément soumis. Si cette discipline n'a pas jusqu'à ce jour existé, c'est quand même incroyable, s'intéresse à, je sais pas, tout ce que vous voulez, les motifs, les thèmes de recherche sont innombrables. Et en voilà un qui pourtant n'est pas négligeable. Et on ne va pas dire qu'il s'agit simplement d'une défense, d'un retrait, d'un recul, d'une manœuvre.
on va peut-être plus calmement considérer que si ça n'a pas à ce jour été abordé, c'est que faisaient défaut les concepts qui sont intermédiaires entre la vie psychique et la vie sociale. Il est ordinaire que l'on sépare évidemment la psyché, la psychologie, tout ce que l'on voudra, et la vie sociale. Ce sont deux domaines évidemment séparés. Et lorsque existait l'école freudienne, l'école de Lacan, il était bien recommandé que la vie politique, ce n'est pas notre affaire. Ce qui est amusant, c'est que ça a été l'affaire de Freud. Lui, il y est allé, alors, mais je dirais même carrément. Je ne vais pas reprendre avec vous ses ouvrages canoniques, mais enfin, il s'est mêlé de la psychologie des masses, il s'est mêlé de la religion, il s'est mêlé de totem et tabou, il s'est mêlé de Moïse et du monothéisme. Enfin, je veux dire, il n'a pas hésité à aucun moment de témoigner que les concepts qui se trouvaient régir la vie psychique, eh bien, étaient en dernier ressort les mêmes que ceux qui venaient régir à la vie publique, la vie sociale, et que d'une certaine façon, c'était même la vie sociale qui venait par ses contraintes eu égard à la sexualité, régir la vie psychique et les interdits sexuels et la névrose. Je crois que vous allez voir de quelle façon, simple, et sans y introduire justement des figures nouvelles, nous sommes capables de valider une archéologie avec, après tout, ce que les lecteurs, s'il y en a, voudront un jour en faire. Moi, en ce qui me concerne, je dois faire à Rome une conférence dans un lieu plutôt prestigieux, enfin, je veux dire, où il y a une audience attentive, et on verra, je verrai, je vous le raconterai, si ce que je peux leur apporter à cette occasion retient leur attention. Dans ces manifestations nouvelles que nous constatons vis-à-vis de l'autorité, la première est assurément le manque de respect. L'autorité s'est toujours réclamée d'une dimension sacrée. Aurait-elle été évidemment républicaine et laïque, ou inspirée, je dirais, par le panthéon grec, mais sous nos yeux, nous avons pu assister, voir de quelle façon une prise de position jupitérienne,
tournait très rapidement à l'occupation d'une situation où l'on voit le président se poser non plus en maître, mais en serviteur de la population, se mettre à son service. C'est quand même notable. Voilà que c'est le patron qui se met à se proposer, pour retenir sa popularité, de se faire l'homme à tout faire de ses administrés. C'est quand même notable. La seconde mutation, c'est que la représentation de l'autorité est devenue subitement aléatoire, c'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, ce sont des figures de clowns professionnels qui ont retenu les suffrages populaires. Cela vaut pour l'Italie, mais cela vaut aussi pour ce grand pays et c'est une élection toute récente, qui est l'Ukraine. Et on ne peut pas dire que le président américain ne tranche pas, je dirais, par sa figure sur celle de ses prédécesseurs. C'est c'est du même coup le processus de représentation lui-même qui se trouve atteint. Dans la mesure où nous vivons en démocratie, nous savons que la représentation, le caractère représentatif de ceux qui occupent les sièges du pouvoir et où se décident les lois, que leur caractère représentatif est fondamental et qu'ils sont représentatifs à la fois de la volonté populaire et en tant que celle-ci se trouve être conjointe à la volonté nationale. On a donc des représentants. Et nous voyons comment ce changement de figuration fait que c'est du même coup le caractère de la représentation elle-même qui va, je dirais, se trouver en péril et que l'on va avoir en quelque sorte des exigences de ce que l'on appelle la démocratie directe, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, dans cette assemblée, ceux qui le voudront ou qui seront, je dirais, par exemple, comme ça a été le cas à Athènes, tirés au sort, que ce seront ceux-là, je dirais, qui seront non plus les représentants, mais les expressions directes d'une volonté populaire qui dès lors est à entendre comme une volonté immédiate. Et c'est bien ce caractère d'immédiateté qui va la frapper. Un autre trait remarquable est celui du changement de rhétorique de l'autorité.
le pouvoir, ça ne s'est jamais exercé que par la rhétorique. On ne peut, je dirais, le faire valoir que par la façon de s'exprimer. Faites l'expérience banale d'aller faire une conférence à l'étranger en essayant de baragouiner la langue du pays hôte, et vous constaterez très vite que les choses merveilleuses que vous pouvez leur raconter ne trouvent strictement aucun crédit. Et cependant, vous dites des choses très très bien dans ce baragouin. Oui, mais c'est du baragouin et cela ne peut pas être pris comme valable. Ce qui nous permet une brève, une rapide, je dirais, excursion dans un domaine que nous verrons plus tard, c'est la possibilité d'entendre arché, le mot grec, le premier, le principe, ce sur quoi je peux m'appuyer, grâce à quoi je peux tenir, comme étant ce qui, dans notre vocabulaire, s'appelle le signifiant maître. Quoi qu'il en soit, nous voyons donc une modification de la rhétorique politique qui brusquement est devenue non plus logique et rationnelle, mais comme nous le savons, comme vous l'entendez, émotive et passionnelle. Émotive et passionnelle, et de telle sorte qu'elle a pris le caractère d'une violence, cette rhétorique inattendue, et où l'on peut déjà dire tout de suite qu'elle faisait comme si elle se dispensait de tout référent pour ne plus asseoir l'autorité du dit que sur le dire du locuteur. C'est moi qui vous le dis. Hein? Voilà. Qui ça, moi? Moi? Comme ça que je le dis, et je vous le dis, et c'est comme ça. Avec en même temps, comme chacun l'aura remarqué, et qui est le style actuel de nos débats, je dirais une violence de l'assertion qui va de pair systématiquement avec celle de l'exclusion. C'est devenu, je dirais, un spectacle assez ahurissant. Je pense que ça vous frappe comme d'autres, comme moi-même, que d'assister à des débats politiques. Ils sont aujourd'hui absolument innombrables. On ne cesse de débattre. D'assister à des débats politiques et où délibérément il ne s'agit absolument pas d'entendre ce que dit l'autre, ni même de le discuter. Dans le meilleur des cas, il s'agit de le récuser. Et l'ensemble constitue, l'ensemble de ces voix mêlées, ce qu'il faut bien reconnaître comme un bruit. On croyait que c'était des paroles, on croyait que c'était des idées, et c'est devenu un bruit. L'autre fait, et qui va apparaître, je dirais, de façon de plus en plus
accusé, c'est le recours à la violence pour soutenir l'affirmation. Ici, une petite remarque. L'autorité, comme je l'évoquais tout à l'heure avec la rhétorique, l'autorité ne tient qu'à la parole. À la parole, c'est-à-dire au crédit que je veux bien lui faire. Je ne sais pas si cette formulation vous surprend ou vous paraît banale, mais en tout cas, s'il le faut, s'il me faut des arguments, je vous ferai remarquer que notre religion, par notre religion j'évoque la religion monothéiste, est une religion qui situe le temple divin dans la parole. C'est une religion révélée. Évidemment, comme c'est pour nous un bateau, nous ne saisissons plus, je dirais, toutes les incidences d'un tel fait, toute la portée d'un tel fait. Dire que Dieu, c'est par la parole qu'il se manifeste, et que c'est maintenant dans la parole de chacun qu'il vient habiter. Que lorsque vous parlez maintenant, eh bien vous vous trouvez, si vous avez suivi l'enseignement, vous vous trouvez habité par lui. Et c'est de lui que vous prenez votre autorité. C'est de lui que vous devenez vous-même, espèce d'animal, une créature sacrée. Sacrée et donc à respecter comme telle. Ça, c'était quand même nouveau, hein. Ça, c'était pas classique. C'était pas couru. Donc l'autorité a son siège pour nous. Mais c'était déjà le problème pour les Grecs avec la rhétorique. L'autorité a son siège dans la parole, à la condition que je lui fasse crédit. Si vous ne faites pas, vous, crédit à ce que je raconte, je peux toujours chanter, bavasser. Le pacte est fondé sur l'idée première du crédit, ce que l'on appelle ailleurs la foi. Alors on objectera à cela que, oui, mais il peut arriver que la force physique soit nécessaire pour faire que ce crédit soit reconnu, hein, soit valable, soit admis, soit respecté, accepté, célébré. Hein, c'est bien joli de causer, mais il peut arriver qu'il faille recourir je dirais pas aux vrais moyens, mais aux grands moyens pour faire que la parole soit suivie, soit obéie. Et vous direz tout de suite, ah ben voilà, ça c'est la fin du crédit accordé à la parole. Est-ce que la force utilisée à cette occasion
Et ça met en cause, évidemment, tout ce qui est notre rapport aujourd'hui avec la force. Est-ce que la force utilisée à l'occasion est destructrice du crédit, ou bien est-ce qu'elle ne vient pas le confirmer? Le confirmer. Le confirmer parce que, et là nous franchissons un pas qui me semble essentiel, c'est que ce qu'il en est de l'autorité vient toujours du réel, c'est-à-dire de ce qui résiste, de ce qui fait obstacle, de ce qui est l'impossible, et que pour nous en remparler, nous en ferons un interdit. C'est toujours du réel que vient l'autorité. Et s'il y en a parmi vous qui ont l'audace de mettre en cause ce que je suis en train de leur raconter, encore que ça me paraisse couler de source, hein, mais enfin je ne sais pas où votre propre réflexion vous a mené là-dessus. Mais bon sang de bon sang, qu'il se réfère à ce qu'il arrive au psychotique. Le psychotique est l'exemple, je dirais, le plus dramatique de ce qui se passe lorsque le réel, libéré de toute entrave, c'est-à-dire de toute limite, se trouve déchaîné de telle sorte que ça se met, pour lui, à commander de partout. Commander impérativement. Et, remarquez-le quand même, sans qu'il puisse y opposer, bien souvent, la moindre résistance. Puisque n'oublions pas que le problème de l'autorité va forcément soulever la question de ce qu'il en est du passage de la psyché à l'action. C'est un problème traditionnel, de la psyché au corps, de ce que je m'autorise à faire passer dans le corps, ou de ce que je barre, de ce que j'interdis. Eh bien, vous avez, avec le psychotique, l'exemple du fait que c'est bien du réel que vient, je dirais, la force vis-à-vis de laquelle vous êtes impuissant, vis-à-vis de laquelle vous devenez un pur jouet, vis-à-vis de laquelle vous devenez manipulé. Cette occurrence survient, comme nous le savons. Alors il y a là cette formulation que nous reprenons si simple de Lacan, qui est celle de la forclusion du nom du Père. Eh bien, dès lors que ce réel se trouve déshabité de l'au moins un qui venait y assurer une présence que nous avons coutume, depuis la religion, de vivre comme paternelle, eh bien, c'est, je dirais, cette
exclusion de cette instance dans le réel, qui dès lors, et ça c'est quand même essentiel, fait sauter la limite, ce qu'il en était de l'interdit, et qui fait que dès lors, ce réel devenu à géométrie variable peut se trouver l'agent des interdits ou des commandements les plus extravagants et tenir sa créature, je dirais, à sa merci. Comme vous le voyez, nous approchons là d'un fait qui est celui de notre actualité et où, je ne dirais pas la forclusion, mais où l'expulsion du nom du Père par la culture ambiante nous met dans une situation, je dirais, qui fait que nous sommes forcément amenés à nous interroger devant ces manifestations dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire la question du lieu d'où maintenant chacun reçoit son message. Dans ce qui est devenu, je dirais, la multiplication des singularités, et avec cette difficulté à trouver ce qui maintenant fera communauté, eh bien, je dirais, des effets sur chacun, d'être ainsi possédé, pris par un propos dont il ne sait pas d'où il lui vient, dont en tout cas il se reconnaît l'entière propriété, en être l'intégral propriétaire, et où il faut bien le dire, ce qu'il est amené à avancer semble ne tenir compte d'aucun réel, d'aucune limite, de rien de ce qui ferait interdit. Et c'est pourquoi, je dirais, ceux qui restent subsister dans notre culture, il y a des gens dont il ne faut pas dire du mal, c'est encore interdit, mais quand même, on trouve des accommodements, on trouve des moyens. Il y a des créatures qui restent encore interdites à la jouissance sexuelle. Bon. Enfin, ça reste pour un temps, ça reste... Je vous promets que ça ne durera pas 10 ans. On en reparlera ensemble dans 10 ans, vous verrez. Eh bien, et donc, nous sommes là dans une situation, cette expulsion de l'instance paternelle au titre de référence creusée dans le réel et entend donc que supposée auteur d'une limite, d'une restriction qu'elle impose, eh bien, je dirais,
elle produit cette affaire étrange, dont je pense que certains d'entre vous ont pu constater l'efficacité. Et je m'adresse principalement à ceux d'entre vous qui voyaient des jeunes, mais comme s'ils n'avaient pas d'inconscient. Je pense que là aussi je raconte quelque chose de bizarre ou de neuf, ou si vous le savez, si vous l'avez pu le voir. Pas d'inconscient, c'est-à-dire que il n'y a pas de lieu autre dont ils reçoivent leur message. Il n'y a pas de lieu marqué par un impossible et qui commande leurs propos, qui commande leurs paroles. Et si, je dirais, l'inconscient, ce n'est pas une donnée de la physique, hein. Ce n'est pas dans la nature, l'inconscient. Est-ce que les Grecs ou les Romains avaient un inconscient? Est-ce qu'on en a le moindre témoignage? Est-ce qu'on a le moindre témoignage d'un lapsus On a les témoignages de l'hystérie, ça c'est sûr. La névrose obsessionnelle, on a le témoignage de types de psychose. Ça on le sait, on le connaît. Mais est-ce qu'on a le témoignage de l'inconscient névrotique? L'inconscient propre à la névrose, propre au refoulement. Si certains d'entre vous veulent s'amuser justement à chercher, car les passions, ce qui est décrit chez eux comme des passions, les passions, ce sont les dieux qui parlent. C'est justement être possédé par le sacré. C'est pas une occupation, je dirais, permanente. Occasionnellement, hein, voilà, je suis très jaloux. Je suis possédé par la jalousie. Alors, je ne peux pas me retenir. Je fais ce qu'il faut. Hein. Je me déguise en humain, je descends comme ça, je me glisse dans le lit d'hôtel, etc. Je suis habité par un dieu. Je dois vous confisquer. Quoi? Je dois vous confisquer votre téléphone, je suis désolé. Vous voulez me confisquer? Mais je veux pas. Je parle trop là. Tenez. Bon. Oui. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que ce qu'on appelle la philosophie grecque, et que personnellement pour laquelle j'ai des faibles, je suis toujours fasciné quand je me plonge dedans, et Freud en avait une bonne connaissance. Il avait suivi des cours d'érudits viennois. C'est la recherche de ce que serait la bonne limite. Quelle est la bonne limite? Ça veut dire quoi, la bonne limite? La bonne limite, ça veut dire la limite qui serait spécifique de notre espèce dans l'animalité, dans le cadre de l'animalité à laquelle nous appartenons. Quelle est la limite qui fait que je sais, en l'appliquant, que je m'accomplis en tant qu'animal humain? C'est ça la philosophie grecque. Et avec la surprise de constater
alors que nous l'oublions tout le temps, que ce n'est pas l'organisme qui peut là me guider vers ce qui serait la bonne limite. Parce que l'organisme, le nôtre, il manque d'un savoir que justement à l'animal. L'animal, lui, il sait. Il n'a pas besoin d'apprendre, il n'apprend rien du tout. Il a un savoir inné. Et nous avons la disgrâce de naître, venir au monde sans savoir comment quoi? Comment nous satisfaire? Et l'organisme est tellement carent, je dirais, pour répondre à cette question, que les diverses écoles, les grandes écoles que nous connaissons, par exemple la socratique, où la limite c'est la tempérance. Tant d'esprit pour aboutir à cette considération médiocre, la tempérance. C'est pas drôle. Et comme je l'évoque souvent, Socrate donnait en exemple, alors que c'était vraiment un pisse-froid, ou un pisse-vinaigre, si vous voulez. La tempérance. Qu'est-ce qui dit que mon organisme est satisfait de la tempérance? C'est dépressif, non? Le stoïcisme. Alors là, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Ces types qui pouvaient tout se permettre, voilà ce qu'ils font. L'anesthésie du corps. Voilà ce qu'est le bonheur. C'est dans la mesure où je suis à distance de mon organisme que je connais la bonne limite. C'est pas idiot, parce que le tranchement du corps, c'est aussi ce que nous opérons. Mais eux, avec l'idée, si je puis dire, de ne jamais en rien récupérer. Le précepteur de Néron, lorsqu'il s'ouvre les veines sur ordre de son patron, il regarde couler son sang, tranquille. Hein. Il est de la bonne école. Donc, nous voyons comment, je dirais, cette merveilleuse réflexion et analyse antique était à la recherche de ce qui aurait été la bonne limite. Et nous n'avons plus l'idée, évidemment, parce que nous sommes, je dirais, dans le bain de cette opération qu'a réalisée la religion, avec l'introjection de cet agent porté par la parole et qui va désormais, je dirais, trancher pour moi et faire que grâce à lui, je saurai quelle est la bonne limite. Grâce à lui, non mais dans le dialogue que je maintiens avec lui, on discute sans cesse ensemble. C'est le propre de ce que l'on appelle le dialogue intérieur. Il est là. Je peux même me disputer, contester, injurier, m'accabler, ce qui est quand même le plus fréquent.
Et donc, nous, pour qui, je dirais, ce processus est le processus familier, nous ne pouvons plus mesurer ce que signifiait pour les Grecs le fait d'avoir à choisir, après réflexion, analyse, apprentissage, ce que devait être la bonne limite à respecter, dont ils ne recevaient aucun message, mais éventuellement des pulsions, mais qui, dans la mesure où elles étaient attribuées, je dirais, à des forces divines, avaient à être vécues ou combattues selon les capacités ou selon l'option de tel ou tel. Ce à quoi j'ai procédé là ce soir, c'est la mise en place, je dirais, des quelques concepts qui font l'interface entre la vie psychique et la vie sociale. Pourquoi l'autorité est-elle toujours pour nous malheureuse? Pourquoi l'autorité est-elle toujours pour nous malheureuse? Pour des raisons bien évidemment complètement indépendantes de celui qui l'occupe et de sa manière de faire et c'est construit, si je puis dire, tout seul. Mais l'autorité, pour nous, est malheureuse parce qu'elle implique forcément, premièrement, une soustraction de jouissance, il n'y a pas besoin du père pour ça. Le père, c'est celui qui la recommande, la jouissance. Lacan insiste souvent là-dessus. Le père est celui qui la prescrit, il y a une image de Lacan qui est restée dans tous les esprits, le phallus, c'est-à-dire la référence au père en tant que bâton qui laisse ouverte la gueule du crocodile, en tant que restriction de jouissance, et ce qui est encore beaucoup plus gênant, le fait que, en tant que un du Père, je ne le suis qu'à titre d'avoir été amputé. Autrement dit, l'idéal, jamais je n'y parviendrai, sauf, évidemment, à le rejoindre, se perdre dans la mort. Ce qui est une opération, comme on le sait, qui n'est pas forcément refusée. Et je m'arrête ce soir sur la remarque suivante, et qui, je dois dire, m'étonne moi-même. Il n'y a pas de père universel, mais il y a un universel de l'autorité. Le problème est le même pour tout par l'être. Et vis-à-vis de l'autorité, il aura toujours, je dirais,
les mêmes difficultés, c'est-à-dire la déception qui accompagne son existence, qui organise la relation aux siens, qu'il s'agisse des anciens ou qu'il s'agisse des successeurs. Et puis, ce qu'il estimera être le meilleur de lui-même, c'est-à-dire la révolte, l'opposition, la contestation, l'insurrection, le chamboulement, et qui systématiquement tourne toujours au retour renforcé de l'autorité qu'il s'agissait d'abattre. Il n'y a pas d'exemple où la contestation n'est pas aboutie à l'établissement d'un pouvoir plus fort que celui qui a été mis à bas, et de telle sorte que l'on est amené à se demander si un pouvoir n'est jamais mis à bas, non pas parce qu'il est fort, parce qu'il est tyrannique, mais parce qu'il est faible. Et que s'il est faible, eh bien, il prive ses administrés de l'espérance d'arriver un jour à résoudre ces impasses qui sont celles dont je viens de causer. La fois prochaine, et puisqu'il semblerait que quelques amis viennent me chercher sur la question de la féminité, eh bien, je montrerai de quelle manière le rapport des femmes à l'autorité est justement exemplaire, vient tellement bien illustrer le type d'impasse dans lesquelles nous procrastinons. Est-ce que vous avez quelques remarques ou pas? Stéphane. Bon, alors c'est pas facile dans cette nouvelle discipline là de dire quelque chose. Néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est que si l'autorité est universelle, elle est partagée par tous de la même manière, comment est-ce qu'on peut trouver ou comment est-ce qu'on peut apporter une expression de cette autorité qui soit partagée en Europe, dans différents pays et donc dans différentes langues, et en Europe aussi, auprès d'une population étrangère, d'immigration, de manière à ce qu'elle puisse à la fois, de cette autorité, s'entendre auprès des différents États et en même temps auprès de ces populations qui sont d'une origine autre. Vous êtes en train, en appelant ça Europe, mais je comprends que ça, et vous avez bien raison,
que ça vous intéresse, vous êtes en train de parler aussi bien des sociétés psychanalytiques. Autrement dit, comment faire qu'un certain nombre d'individus qui privilégient leurs limites singulières au détriment de tout ce qui ferait communauté seraient susceptibles de cohabiter, de coexister, et alors que doit nécessairement faire défaut dans leur organisation le O-1 qui aurait à servir de référent. Remarquez ceci, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais compris, mais vous ne le savez, vous ne pouvez pas le savoir. Mais lorsque Lacan a imaginé les cartels, ils étaient composés de 4 plus 1. Oh, plus 1, qu'est-ce que c'est que ce plus 1? Alors, ils m'ont cassé la tête. Et puis, alors, je me souviens d'élections des cartels, les cartels qui élisaient leur plus 1. Et alors, pour que ça fasse chefferie collective, ils élisaient le même. Ce qui était comique. C'était quoi ce plus 1? Ce plus 1, c'était que dans toute collectivité, si l'on veut se mettre d'accord sur les concepts, eh bien, il importe qu'il y ait un référent qui fasse l'O-1. Sinon, il n'y a aucune raison pour que dans un groupe de travail, et comme ça se produit, chacun n'y aille pas de sa bonne foi. Et il se trouvera que sa bonne foi, ce n'est pas celle du copain ou de la copine, forcément. Alors comment travailler ensemble, alors que ce travail en commun est nécessaire? Est nécessaire pour que justement les problèmes soient agis dans leur dimension aussi bien singulière, on ne peut pas travailler tout seul, que collective. Alors maintenant, pour ne pas faire défaut à l'exemple que vous avez choisi, l'Europe. L'Europe constitue un progrès politique absolument sensationnel dans la mesure où justement il rassemble des peuples étrangers entre eux, qui souvent se sont fait la guerre, autour d'une place, celle du Palais, qui est une place vide. Il n'y a pas de référent commun. L'Europe n'a aucun visage commun, ce qui est patent sur les billets de banque, par exemple. Il était facile. Nous ne manquons pas en Europe de figures honorables à coller sur nos billets de banque. Non, on a collé des prototypes stylisés d'architecture, etc. C'est impressionnant. L'Europe n'a aucun visage commun. Qu'elle n'ait pas de langue commune, bien entendu, c'est avéré. Et comme nous le savons, notre regretté président Chirac a refusé que soit inscrite dans sa constitution le fait que ses origines étaient chrétiennes. Ce qui est pourtant le cas. Bon, on ne va pas discuter le fait de savoir pourquoi il l'a fait, ce n'est pas le problème. Mais c'est pour dire que l'Europe constitue là une tentative d'organisation à la fois exemplaire, c'est-à-dire en supposant que ce seraient les lois de l'échange et une certaine justice introduite dans ces échanges
qui assurerait la cohésion de l'ensemble. Comme on le voit, c'est plus compliqué, ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, à cet égard, c'est-à-dire la constitution d'un ensemble hétérogène autour d'une place vide, c'est sans précédent, et je dirais que cela pouvait ouvrir beaucoup d'espoir. Nous voyons que ça ne marche pas aussi facilement. Julien. Alors, pour formuler ma question, je vais revenir à la dernière fois où je vous ai écouté. J'ai entendu que vous faisiez une relecture des formations de l'inconscient par les 3 textes que vous avez présentés, dont un souvenir sur l'Acropole. Et là, il me semble que vous avez fait une relecture du séminaire sur les psychoses. C'est-à-dire, la question, c'est pourquoi Lacan, pour introduire le séminaire, il a commencé par une référence à la pièce Athalie, et comment le prêtre Joad arrive à faire de ce général un fidèle par un concept que j'ai entendu tout le long de votre intervention, qui est la terreur. Et Lacan insiste pour dire que la terreur est un signifiant qui couvre tous les autres signifiants. Alors déjà, pourquoi Lacan a commencé par cette introduction-là pour les psychoses? Et la deuxième, pour toute société, quelle est la fonction, le rôle et la fonction de la terreur concernant l'autorité? Que ça l'affaiblisse ou que ça la renforce? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ambivalence concernant l'autorité par rapport à la terreur? Je ne pourrais pas. Écoutez, votre dernière question, je ne pourrais pas y répondre. Mais en revanche, je peux vous dire que grâce à vous, me revient le souvenir que j'avais complètement perdu de ce début fait par Lacan et de sa référence à Athalie. Je me réjouis que vous me le rappeliez et je me réjouis également de constater que je ne me trompais pas trop en vous avançant ces thèses, puisque effectivement, c'est la terreur qui est au départ. Et c'est un élément, justement, qui était très présent dans la société antique. C'est un élément permanent. On peut dire que l'histoire antique, c'est une succession de manifestations, aussi bien vis-à-vis de l'étranger que vis-à-vis des factions intérieures, manifestations de terreur. C'est une histoire, si on la prend un peu au sérieux, on a intérêt, c'est une histoire incroyable, invraisemblable. Je veux dire, il est évident que c'est sans cesse l'argument, je dirais pas ultime, mais premier. Mais est-ce que, juste deux choses rapidement, mais est-ce que c'est pas d'actualité aussi, cette question de la terreur? Bah, bien sûr, c'est d'actualité. Voilà. Et la deuxième chose par rapport à ce que vous avez dit par rapport... Regardez ce que vous savez, ce que l'on tamponne en Occident. Mais vous savez, pour de bonnes raisons comme moi, que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est d'une terreur abominable. Préférons dormir tranquille, mais c'est pas fini. Voilà. Et la deuxième remarque concernant les jeunes, vous avez dit comme si ils n'ont pas d'inconscient. Mais c'est bien comme si.
Je dis comme si, mais je dois dire que ceux que j'ai l'occasion de rencontrer auraient tendance à me faire croire qu'effectivement, ils n'en ont pas. Et à dire vrai, quand je les fréquente un peu, je me dis, mais quelle est donc l'autorité qui aurait été pour eux cause d'un refoulement? Laquelle? Pas la mère, qui est généreuse et qui tend, je dirais, à assurer justement la pleine satisfaction de son enfant. Alors qui, quoi? C'est compliqué, d'accord. Ouais. Non, mais enfin, pardonnez-moi, mais dans Attali, c'est la crainte de Dieu, le truc qui vient se substituer à la terreur. Il y a un crédit fait à la divinité dans l'espoir d'en recevoir quelque chose en retour. C'est ce que j'ai essayé de dire. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est ce que j'ai essayé de dire. Alors tout ça, c'est lié à quoi? Ça vient d'où tout ça? Hein? Quel est il y a le premier moteur immobile. C'est merveilleux ça, cher Aristote, le premier moteur immobile. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne bouge pas. Il y a la parole, il y a le flux, il y a la logique, il y a la nature qui croît, qui décroît, tout ce que vous voulez. Il y a les astres qui tournent, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui reste toujours à la même place. Il appelait ça le premier moteur immobile. Ouais. Alors, nous, d'où est-ce que ça nous vient, tout ce qui se produit? Mais vous le savez, ça nous vient. Ça nous vient des remarquables progrès, des techniques de fécondation et de reproduction, c'est tout. Et c'est ce qui nous amène, c'est ce qui ouvre aujourd'hui sur la barbarie à laquelle dont nous voyons les prémices, c'est-à-dire les enfants qu'on fera porter par une autre parce qu'on travaille, qu'on n'a pas le temps, et puis ça déforme le corps, ça déforme les seins. Et puis qu'on fera élever par une autre parce qu'on n'a pas... Enfin bref, on entre dans des zones qui sont des zones, il faut le dire, les qualifier, qui sont des zones psychotiques. Et ça grâce à un progrès technologique. On ne va pas l'accuser, le progrès technologique. Alors maintenant, on a ce truc absolument tordant, c'est les délires sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer quand l'intelligence artificielle va se réveiller et se dresser contre nous? Non mais, les types qui écrivent ça, ils sont déjà complètement fous. L'intelligence artificielle. Hein? Le gars va rentrer dans son laboratoire et son ordinateur, hop, va lui sauter dessus, puis va le prendre à la gorge. Incroyable, incroyable de voir des gens, mais les plus qualifiés, Hawkins, enfin, des très grands noms, à l'armée, tout ça nous menace. Ils vont se retourner contre nous, etc. C'est vrai que ça nous menace. Et comment? Mais pas comme ça. Ça nous menace, mais pas parce que bonjour, l'ordinateur, il va s'introduire subrepticement dans ma chambre pendant que je dors et me serrer le kiki. Non.
Et vous lisez des trucs comme ça, et vous vous dites, mais attention, où est-ce qu'on est là? Nazir. On a un bel exemple de ce que peut être l'origine. Et ça se trouve à Sienne. Et c'est un tableau qui s'appelle Du bon gouvernement. Qui s'appelle? Du bon gouvernement. Et si vous avez ça en tête, vous trouvez il y a une corde avec des bouts, un bout spirituel, un bout biologique, avec au milieu le sage avec un rabot qui est là tout le temps pour raboter les différents. Et puis, entre le deux, il y a les 24 citoyens, c'est-à-dire les citoyens des citoyens de Sienne à cette époque, parce que Sienne aussi avait des origines animales, elle descendait du loup. Maintenant, c'est quoi l'origine? L'origine, effectivement, parce que quand on a discuté tous les deux avec le Père universel, le Père universel n'est qu'un trou, une fiction. C'est-à-dire, il a toujours été mort, comme disait Lacan. Et maintenant, quand est-ce qu'on ne peut pas entrer, prendre une place, attraper un bout de cette corde? C'est justement quand les deux bouts sont pleins, qu'il n'y a plus de trou. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas de place. C'est universel, ces deux références vous recusent. Il n'y a aucune possibilité pour nous. L'étranger est condamné à rester étranger. Mais si on part de cette hypothèse, mais mes vieux, mais ce n'est qu'une fiction, eh bien, dans une fiction, il y a une possibilité de s'inscrire. Mais quand le trou est bouché, il n'y a aucune possibilité de s'inscrire. Vous êtes condamné, génération après génération, à rester l'étranger. Français de deuxième génération, Français de troisième génération, Français de quatrième génération, jusqu'à je ne sais pas quand. Ou bien on accepte qu'il y a une fiction, mais c'est efficace en tant que tel, et c'est tellement fluide, tellement léger, qui permet à chacun qui s'y reconnaît un petit peu de s'inscrire et prendre son bout de la corde, ou bien effectivement on est condamné à rester en dehors de l'origine des autres. Voilà, je trouve que c'est un exemple. Je vous invite à aller à Sienne la prochaine fois, à aller voir ces tableaux. Ça va vous apprendre des choses, je suis sûr. Il faut que vous nous ameniez une reproduction, Nazir. Je vais amener ça demain. La prochaine fois, amenez-nous une reproduction de ce tableau dont vous nous parlez si bien. Ceci étant, autorité, ça vient de quel mot? Ça vient d'un mot latin, évidemment. Hein? Augmenter, auctoritas. C'est le plus. Autorité, ça vient d'abord de hauteur. Non, Non. ça c'est dans le signifiant. Alors, qui va faire autorité, là, entre nous? Moi, Si vous... auctoritas. Il vous faut un micro pour faire autorité, monsieur Van der Merch. Il vous faut un micro, monsieur Van der Merch, pour faire autorité. Alors, c'est très important, il faut que ce soit enregistré. Non, mais je disais simplement que ça venait de auctoritas, pas autoritas, auctoritas. Ça vient de la même racine que Augustus, augere, augmenter. D'ailleurs, c'est Hannah Arendt qui avait fait un topo là-dessus. Vous avez vos références, vous aussi? Oui, puis aussi le Ernaud Émeillé, puis le... Hein? Non. Hannah Arendt. Enfin, c'est l'idée de ce qui est nécessaire Ça qu'il y fait a en autorité plus. pour vous? Qu'est-ce qui est nécessaire qu'il y a en plus par rapport au pouvoir? Je
suis d'accord. D'accord. Non, je suis tout à fait d'accord et vous avez bien raison de souligner ça. Sauf que octor, ça veut dire en latin aussi, ça veut dire auteur, l'auteur, octor. Donc, permettez-moi de rappeler qu'un terme a volontiers des usages métaphoriques et que donc et que dans la mesure où cette instance se trouve avant toute référence au nom du Père, venir en quelque sorte solliciter l'auteur. On comprend bien ceci, que en tant que produit de ma génération, la mienne, la limite que je vais habiter, dont je vais hériter, que éventuellement au nom du progrès je vais déplacer, faire bouger, cette limite, elle me vient de celui qui est avant moi. Et qui fait donc qu'effectivement, j'ai donc bien, et je dis bien avant toute référence à la figure paternelle, il y a, je dirais, dans le lexique lui-même, dans le vocabulaire, il y a, je dirais, l'évocation dans l'ombre de l'auteur dont je suis le produit. Et que c'est finalement ce qui, pour moi, fait autorité. Alors, en bon fils, je vais le contester. En bon fils, puisque ce qui me transmet, c'est un cadeau, comme je l'ai évoqué, litigieux, qui prête à litige. Hein? Il ne me transmet pas seulement des biens, il me transmet aussi des dettes. Et parfois, j'ai l'impression que ce sont plus des dettes que des biens. Voilà, donc, mais je crois que si on le prend, si on prend cette affaire dans le repérage de cette limite, c'est-à-dire ce réel spécifié dont nous héritons, nous voyons bien de quelle manière il nous conduit de lui-même vers, je dirais, l'amour de la filiation, l'amour et la haine de la filiation. J'ai une question de Claude Rivet, qui dit que dans le film de Romer, les jeunes gens, jeunes filles étaient représentés comme très angoissés parce qu'ils pouvaient être leur place dans le désir de l'autre et la rencontre difficile de l'autre, et cela les faisait parler durant des heures. Le cinéma aujourd'hui, par exemple, le film de Moi de Clapiche met en scène des jeunes déprimés, isolés, et du coup ils sont dans une grande difficulté avec la parole. Ils ne savent pas dire ce qui va pas, ce qui ne va pas. Cela dit, pour illustrer vos propos sur les jeunes, est-ce qu'on trouve dans la clinique des jeunes et aussi des moins jeunes? D'où ma question, est-ce que l'adresse à un analyste qui parviendrait à nouer un lien avec ces jeunes remet en place de l'inconscient et leur donner la parole, etc. Ben, écoutez, c'est une question un peu longue, mais la prochaine fois, je raconterai un cas clinique et qui concerne justement un jeune de ce type et qui m'a beaucoup appris à cet égard. Je raconterai ça.
En tout cas, ce qu'il venait chercher, je me demandais ce qu'il venait faire chez moi, ce qu'il venait chercher, c'était une limite, celle qui serait la bonne pour lui. C'est ce qu'il venait chercher, que je lui dise. Et ce sont évidemment des cas non, très touchants, et où l'analyste occupe une drôle de place. Et qui s'apparente peut-être, alors là, ce serait le plus déplaisant, à celle du philosophe autrefois, les premiers philosophes. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à interpréter. Qu'est-ce qu'il y a à interpréter? Il n'y a rien à interpréter. Hein? Je connais Vous avez un micro je connais un exemple où l'inconscient s'est manifesté il y a 1600 en quelque chose comme ça. Et c'est les califes, le troisième calife, Osman Ben Affan. Quelqu'un qui discutait avec lui et il a fait ce qu'on appelle en arabe zallut al-lisan, c'est-à-dire le glissement de la langue, mot à mot. Et c'est le lapsus. Et ça veut dire le lapsus. Et le calife lui dit, tu as dit vrai. tu quoi? Tu as dit vrai. Ça, c'est vraiment... je veux dire, ils étaient forts. Ils étaient très forts. Mais ce que nous aurons peut-être à voir, c'est un point très délicat et qu'il n'est pas politiquement correct de mettre en circulation. C'est la différence entre une religion révélée et une religion dictée. C'est un problème difficile. Alors, comme Julien dit que non, c'est pas difficile, on pourra s'avancer tranquillement là-dessus, si vous le voulez bien. Allez, bonne soirée.